Merci à l'ensemble Maillet que vous venez d'entendre. Merci à vous toutes et à vous tous qui êtes ici et aussi à celles et ceux d'entre vous qui êtes plus loin et qui vous nous regardez à travers votre écran. Donc première table ronde de cette carte blanche en partenariat entre la Fondation du Château Mercier et la chaire Yvon Tramar de l'IHEID à Genève. Et vous le savez, cette première table ronde porte sur la Turquie. Turquie, islam politique ou révolution conservatrice. Vous comprendrez aisément que nous placions cette première table ronde en solidarité avec Osman Kavala, qui a été arrêté en 2017, en octobre 2017, et qui est en détention arbitraire depuis cette époque, en solidarité également avec tous nos collègues universitaires, journalistes, créateurs turcs qui sont inquiétés par les autorités et de ce point de vue nos deux collègues qui vont animer cette séance, Ayşen Uysal et Ahmet Insel sont malheureusement eux aussi concernés par ce climat de répression. Sans attendre, je passe la parole à Thomas Gmür avec lequel nous avons organisé et conçu cette carte blanche. Merci Jean-François. Alors bonjour à tous. On va rentrer dans le vif du sujet tout de suite avec nos deux intervenants. On a prévu un premier échange, enfin une première ouverture, chacun à son tour, donc 10 minutes. J'aurai la tâche ingrate de garder l'heure fixe du programme, donc 10 minutes chacun. Je n'ai pas de carton rouge malheureusement, j'ai déjà un carton jaune, ça devrait suffire après 9 minutes, comme ça vous aurez le temps de conclure. On aura ensuite un petit moment musical pour permettre à vous, chacun de réfléchir un peu à ce qui a été dit, au public aussi d'assimiler différentes problématiques. On fera un deuxième tour et puis ensuite on ouvrira le débat. Donc, Ayşen, si tu veux commencer. Vous avez organisé. Bien. Oui, on a partagé un peu le temps et l'organisation. Je vais vous présenter la question que Jean-François nous a suggéré de développer, de répondre en fait. C'est à travers la Turquie de Recep Tayyip Erdoğan aujourd'hui. Vous savez qu'il dirige le pays sans interruption depuis mars 2003. Son parti est arrivé au pouvoir en novembre 2002. Et depuis mars 2003, Tayyip Erdoğan, jusqu'en 2014, a été Premier ministre sans interruption dans un gouvernement qui est composé de son propre parti, avec une majorité parlementaire. Et depuis août 2014, il est élu président de la République pour la première fois dans l'histoire de la République. En 2014, il y a eu une élection au suffrage universel du président de la République. Et en 2018, il a été réélu président de la République d'un régime qui, en 2017, par un amendement au référendum, référendum constitutionnel avec des amendements de la Constitution, est devenu un régime présidentialiste. On m'a dit qu'on ne disait pas un régime hyper présidentiel, dont j'utilisais beaucoup ce terme. Mes amis constitutionnalistes m'ont dit non, le régime hyper présidentiel, ça n'existe pas dans le jargon. Ça s'appelle les régimes présidentialistes. C'est plus que le régime présidentiel. C'est présidentialiste, ça veut dire qu'il n'y a pas de répartition, de séparation de pouvoir, de fait. Alors, je vais essayer en 10 minutes, je vais essayer de répondre, d'aborder sous 3 angles la question que Jean-François nous pose, c'est-à-dire, s'agit-il d'un islam politique au pouvoir ou s'agit-il d'une révolution conservatrice? D'abord, la question de l'islam politique. L'islam politique en Turquie, donc je ne vais pas décrire ce que c'est l'islam politique, mais c'est un mouvement qui utilise la religion musulmane sunnite particulièrement, mais en Iran ça peut être chiite, ça n'a pas d'importance, la religion musulmane comme un élément constitutif de sa politique.
à la fois en termes de campagne, mais ça c'est beaucoup plus courant, mais aussi en termes d'organisation, d'institution d'un régime et d'une organisation sociale selon les préceptes de l'islam. Les préceptes qui peuvent être très variables, évidemment. Alors, le mouvement islam politique en Turquie date plutôt des milieux des années 70 et est devenu de plus en plus conséquent après la révolution iranienne. Le mouvement d'islam politique, c'est dans les années 70 un mouvement de jeunesse qui s'appelle un mouvement de jeunesse issu du premier parti d'islam politique qui se crée en Turquie, c'est en 69. Il est interdit tout de suite par le coup d'État militaire de 71 avec les partis de gauche. Et se crée un deuxième parti en 73 et qui arrive même à faire une coalition avec le Parti social-démocrate des Jévites quelques mois en 74, le temps d'occuper le nord de Chypre. Et après faire des coalitions dans la deuxième moitié des années 70 avec des partis de droite et d'extrême droite, des coalitions qu'on appelait le Front National. Et le mouvement d'islam politique est un mouvement qui est à la fois de droite, ouvertement de droite, anticommuniste, puisqu'il est engendré par la politique mise en place par les Américains dans les années 50 pour contrer le mouvement de gauche. Ils ont utilisé l'islam nationaliste et renforcé un courant islamo-nationaliste dans les années 50 pour combattre les mouvements de gauche. Et donc, c'est issu de ce mouvement-là. Et Milli Görüş, la voix nationale, qui est l'expression de l'islam politique dans lequel Tayyip Erdogan, dans sa jeunesse, a grandi dans ce mouvement. Et pour terminer, je dirais pour l'islam politique, Tayyip Erdogan arrive au pouvoir en 2002 en créant un parti qui est dissident de l'islam politique en 2001 avec ses cadres comme Abdullah Gül qui va devenir président de la République et d'autres. Et il a un mot très important. Il dit, avant d'arriver au pouvoir, avant de gagner les élections anticipées de été 2002, il dit « Nous avons quitté les habits de Milli Görüş ». Autrement dit, nous avons quitté les habits de l'islam politique. Et il devient subitement, en quelques années, il devient le champion d'une adhésion de la Turquie à l'Union européenne, ce qui est totalement à l'opposé du projet de l'islam politique, qui est anti-occidental parce que l'Occident est chrétien. Voilà, l'islam politique en Turquie continue après Tayyip Erdogan dans une mouvance très limitée, dans un parti très limité, mais le parti de Tayyip Erdogan, c'est-à-dire le parti de justice et développement, occupe le terrain de la droite et du centre et aspire toute cette volonté de modernisation dans l'accession de la Turquie à l'Union européenne, et l'islam politique est un peu abandonné jusqu'aux années 2010. Deuxièmement, c'est le conservatisme culturel. La deuxième question, est-ce que c'est du révolution conservatrice? La révolution conservatrice, on peut le comprendre de deux manières. Soit à la manière de la révolution conservatrice néolibérale de Margaret Thatcher, par exemple, qui s'appelait la révolution conservatrice, c'est-à-dire la remise en cause de l'État-providence, l'attaque des syndicats, la mise en place d'un projet de société du marché, c'est-à-dire le marché, les principes du marché couvrent la totalité de surface sociale au-delà de l'économie. Cette révolution conservatrice en Turquie a eu une première expérience dans les années 80. Et l'islam politique était contre la révolution conservatrice au sens néolibéral du terme dans les années 80. En revanche, on peut comprendre la révolution conservatrice en Turquie d'une autre manière, sur une révolution culturelle conservatrice ou contre-révolution conservatrice. Et là, effectivement, il y a en Turquie, depuis un siècle et demi, une fracture sociopolitique profonde entre le courant moderniste qui commence à partir grosso modo du milieu du 19e siècle, même un peu plus tôt, et le courant qui est conservateur et qui considère la modernisation comme une perte, comme une acculturation, et la modernisation comme une soumission à l'Occident chrétien. Et cette confrontation, évidemment, va avoir des moments extrêmement violents à certains moments,
Et avec la République, les réformes qu'on appelle kémalistes ou modernistes va gagner sur les autres. Et pendant à peu près une trentaine d'années, le mouvement conservateur va vivre en souterrain par rapport aux réformes modernistes que nous appelons les réformes d'occidentalisation et l'instauration de la laïcité à la turque. Ce n'est pas du tout de la laïcité française. Cette révolution ou contre-révolution ou la réaction plus exactement culturelle conservatrice va réémerger dans les années 50 avec la mise en place de partis du régime de multipartite et effectivement Tayyip Erdogan est un élément très porteur d'une réaction de vengeance culturelle sur les élites modernistes autoritaires. Pour terminer, la troisième étape, c'est l'étape de l'autoritarisme. Et là, je passerai la parole tout de suite à Ayşen après. C'est l'étape de l'autoritarisme sur laquelle il faut vraiment comprendre qu'il y a en Turquie un autoritarisme historique, un autoritarisme qui est structurel, on dirait dans les termes modernes, un autoritarisme systémique, comme le racisme systémique, un autoritarisme systémique en Turquie de la République. Et on peut même trouver ses racines dans le 19e siècle, dans la mise en place d'une bureaucratie qui devient en fait le pouvoir à la place du sultan dans la deuxième moitié du 19e siècle, et un autoritarisme moderniste qui est symbolisé par le kémalisme, qui est un autoritarisme élitiste par le haut, mais qui ne correspond pas à l'autoritarisme par le bas de la société, un autoritarisme sunnite turc majoritariste. Et donc, du coup, il y a une confrontation. Et du coup, cet autoritarisme moderniste n'est pas populaire, ne peut pas gagner les élections, ne gagne pas les élections, arrive au pouvoir par la force, par coup d'État ou de temps en temps par des combinaisons, sauf une fois en 1977 par les divisions de la droite. Et face à ça, il y a un autoritarisme par le bas, un autoritarisme majoritariste, turco-sunnite, conservateur, trois caractéristiques, ethniques, religieuses et culturelles, turc, sunnite et conservateur. Cet autoritarisme par le bas, aujourd'hui, avec Tayyip Erdogan et son parti, est en phase avec l'autoritarisme par le haut. Et c'est ça qui fait sa force par rapport aux kémalistes, où ils sont majoritaires, même démocratiquement élus, puisqu'ils rencontrent une aspiration majoritariste, autoritaire, d'une population qui veut être la population dominante en Turquie dans l'identité sunnite turque conservateur. Évidemment, cette répression qui va avec cet majoritarisme va avoir des difficultés que nous allons voir en deuxième étape, puisque 19 années de pouvoir usent, évidemment, et dans cette usure de pouvoir, sur lequel nous reviendrons, économique, culturel, mais politique aussi, la fuite en avant, c'est la mise en place d'un régime ad hoc, un régime taillé sur mesure à partir de 2017, un régime présidentialiste qui fait disparaître tous les contre-pouvoirs, toutes les séparations de pouvoir, et rencontre une concentration de pouvoir dans les mains du palais présidentiel, dans les mains d'une seule personne, d'où l'utilisation que je fais, et je pense que Ayşen partagerait cette appellation, l'utilisation que nous faisons du régime actuel comme un régime de l'homme fort, c'est-à-dire erdoganisme qu'on utilise comme poutinisme pour la Russie. C'est un régime qui est caractérisé par la personnification du pouvoir et en même temps qui pose évidemment sur sa stabilité à long terme. Merci Ahmed. De mon côté, j'essaierai de répondre à la question posée par les organisateurs du panel, de rencontre.
de notre point de vue, je dirais surtout il ne s'agit pas d'un gouvernement islamiste, ni peut-être islamique, mais un gouvernement répressif plutôt. Donc un panel comme ça dédié à Osman Kavala, il mérite sans doute de parler de la répression inédite, je dirais, depuis surtout 2013, depuis les actions protestataires de Gezi qui a commencé à Istanbul, après étendu dans toute la Turquie, sauf Bayburt, une ville très conservatrice où il n'y a pas eu de protestations. En fait, le caractéristique de ce gouvernement répressif, tout d'abord, il y a plusieurs caractéristiques, bien évidemment. On peut dire aléatoire, imprévisible, incertain, et il y a sans doute d'autres caractéristiques qui sont devenus même une forme de gestion, une forme de gouvernement du pays. Cette répression a multiples visages. J'essaierai de décrire un petit peu, très schématique même, de ce multiple visage de la répression en Turquie. Tout d'abord, il faut parler d'un tout premier visage de cette répression, c'est la violence policière qui est devenue vraiment une forme de répression, une institution de répression très très importante, surtout même l'institution policière a devancé l'armée depuis les années 2010, surtout, même un peu avant, mais plus particulièrement, et plus précisément après le coup d'État de 2016. Cette répression policière qu'on repère surtout dans la rue pendant les manifestations, surtout après 2013, il y a une répression policière, une violence policière excessive qui vise mutiler, même tuer les manifestants dans la rue, mais même la violence policière a multiples visages. Les contrôles, les interventions dans les manifestations, mais aussi on peut parler ça m'arrive pas un peu, mais déjà une présence très massive dans plusieurs endroits, dans les rues, sur place, etc. Donc les contrôles, les descentes dans les domiciles sont devenus de plus en plus courants. Et surtout après 2015, si on continue à regarder à la violence policière à partir des manifestations, l'interdiction des manifestations dans tout un département est devenu très courant. Les interdictions existaient déjà dans les années 90, par exemple, mais la forme a changé complètement. Donc, au lieu d'interdire la fête, les meetings du 1er mai, les préfets interdisent toutes les manifestations pendant un mois, par exemple, pour comprendre le lien avec la liberté de ce gouvernement d'Erdogan. Deuxième point, ce qui relie aussi à Osman Kavala, c'est le visage de la justice, à vrai dire de l'injustice, et les tribunaux surtout. La condamnation en masse des intellectuels, des opposants en général, les lourdes peines de prison
qui dure des années, mais le caractère imprévisible du régime apparaît surtout ici, parce que, par exemple, tu tiens une conférence ou bien tu participes à une manifestation, mais il est impossible de prévoir d'après quelle loi tu vas être jugé et tu vas subir combien d'années de prison, etc. C'est vraiment le côté imprévisible du régime. Donc, les peines de prison aléatoires, imprévisibles et arbitraires surtout. Par exemple, dans mon cas, j'ai signé une pétition appelée « Nous ne serons pas complices de ce crime » ou tout court la pétition pour la paix. On a signé le même texte, mais on a été jugé et on a été pénalisé plusieurs peines de prison, plusieurs années de peine de prison. Différemment, en fait, une collègue a eu, disons, 5 ans. Moi, j'ai eu 1 an de peine de prison. Je dis comme ça, mais donc ça change les peines de prison alors qu'on a vraiment commis le même acte. Donc, c'est important aussi. Donc, la juridiction elle-même devient une torture, une forme de répression importante en soi. Troisième visage de cette répression, ce sont les institutions elles-mêmes deviennent un agent de la répression. Les universités, par exemple, je citerai le nom de GIMER, le centre de communication présidentielle, où passent surtout les dénonciations, les délations. C'est en fait ce type d'institution, le GIMER est plutôt un réseau qui permet d'infiltrer du gouvernement au sein de la société. Quatrièmement, ce qui est plus important à mon avis, entre autres, la répression passe aussi par la base électorale et des militants de l'AKP. Ils se mobilisent pour réprimer, par exemple, les manifestations contestataires. Surtout, la politique de haine et de bipolarisation d'Erdogan encourage cette forme de répression. Elle apparaît comme une conséquence de cette politique. Ici, surtout, on peut citer les petits commerçants, les habitants d'un quartier ou tout simplement les électeurs de la base électorale de l'AKP se mobilisent pour réprimer l'autre partie de la société. Ils interviennent dans la foule pour disperser, mais aussi pour pénaliser les participants à une manifestation, par exemple. Ils utilisent leurs propres moyens, les couteaux, les machettes, eau bouillante pour verser sur les manifestants. Je terminerai. Ils remplissent aussi la fonction de renseignement pour le pouvoir. Erdogan a créé les citoyens délateurs à son service. Ainsi, il a ses propres agents dans le bus, dans les rues, mais parfois dans les appartements même. Je n'ai pas le temps pour citer plusieurs exemples, mais par exemple, il y a des hommes, des maris qui dénoncent leurs femmes en prétendant qu'elles insultent Erdogan. Surtout les hommes qui veulent quitter leurs femmes, ils font très souvent ça. La liste peut être prolongée, mais pour terminer, je peux dire que le régime d'Erdogan veut contrôler toutes les cellules de la société pour mieux réprimer les opposants. Je vous remercie pour votre attention.
On a eu deux interventions qui se parlaient entre elles et qui, d'une certaine manière, vous nous avez pris un peu de cours en prenant de l'avance, en accordant vos violons un petit peu, mais il me semble qu'on peut retricoter le fil à l'envers, c'est-à-dire que vous avez, Aychen, parlé de ce côté aléatoire ou imprévisible de la situation du point de vue du citoyen ou des chercheurs, des manifestants, des universitaires. Et des économistes. Et des économistes, à ne pas oublier. Donc on a cette imprévisibilité, mais en même temps, du côté du pouvoir, l'imprévisibilité, ils ont quand même ils tiennent la ficelle par le bon bout, parce que c'est eux qui font tomber finalement la pièce du côté qui les arrange. Ce qui semblait contraster légèrement avec ce sur quoi partait sur la fin de votre intervention. Parce que vous avez commencé à parler de l'usure de ce pouvoir et de cet autoritarisme par le bas qui pouvait peut-être à ses débuts s'asseoir sur un certain soutien et qui tout d'un coup là commence à perdre une certaine assise. Alors est-ce que cette capacité à orienter cette instabilité, à faire tomber l'imprévu et le risque du côté qui arrange le pouvoir commence peut-être à se délier et comment Oui, il y a une usure du pouvoir, il y a aussi un épuisement. D'abord au niveau économique, puisque un des appuis majeurs de Tayyip Erdogan et de l'AKP, de Parti Justice et Développement, c'est la création, dans les années 2000, la création d'une classe moyenne urbaine qui a connu une certaine augmentation de niveau de vie, et puis des classes populaires qui, contrairement à une politique néolibérale classique, c'est une politique néolibérale, je dirais, à l'envers, où les classes populaires ont bénéficié dans un premier temps des services sociaux, des droits sociaux, etc., au niveau de la santé, de l'éducation, etc. Donc, du coup, de la mémoire de ces acquis a continué dans les années 2010, bien que dans la réalité, l'économie, la croissance économique s'épuisait et les écarts de revenus, les inégalités commençaient à se creuser. Et Tayyip Erdogan montrait, l'AKP montrait de plus en plus une gestion économique néo-patrimoniale. En anglais, on utilise beaucoup le terme crony capitalisme, c'est-à-dire un capitalisme
capitalisme de captation, effectivement, et avec un réseau d'entrepreneurs qui rafle la totalité des marchés publics, etc., etc., et une petite classe riche qui devient de plus en plus riche, pas forcément islamiste d'ailleurs, et que l'autre partie devient de plus en plus, s'éloigne de cette classe riche et les écarts devenant de plus en plus importants. L'économie aujourd'hui est une économie épuisée puisque nous avons un taux de chômage selon les estimations des économistes sérieux qui est autour de 20%. Nous avons un taux d'inflation relativement élevé, officiellement 18-19, mais officieusement plutôt proche de 25-30% de taux d'inflation. La croissance est faible, pas simplement avec Covid, mais en plus avec la pandémie qui a aggravé, qui a démontré tous les aspects mauvais gestionnaires ou incapacités gestionnaires. Et à cela s'ajoute, en matière de droit, la perte de la sécurité juridique. Aychen parlait de l'imprévisibilité et de l'arbitraire. En termes juridiques, je dirais, c'est la perte de la sécurité juridique. Et ceci a des conséquences aussi en matière de capitaux étrangers, puisque les capitaux étrangers cherchent, notamment les fonds d'investissement, les fonds de pension, cherchent surtout la sécurité juridique pour venir. Et il y a une chute considérable des flux de capitaux venant en Turquie par rapport aux années 2000. Et la Turquie est une économie qui n'est pas l'économie chinoise, qui est une économie qui a un déficit d'épargne intérieure, donc du coup une économie qui a vraiment besoin de flux de capitaux extérieurs de toutes sortes, investissement, capitaux chauds, blanchiment d'argent, tout ça. Actuellement, il n'y a que le blanchiment d'argent qui marche, comme capitaux qui arrivent massivement. Et cette économie, évidemment, est épuisée. Et donc, du coup, les soutiens des classes populaires diminuent. Nous avons vu ça au niveau des élections municipales de 2019. Pour la première fois, Tayyip Erdogan et ses candidats ont perdu les élections municipales dans les 7 plus grandes villes de la Turquie, sur 10 villes les plus grandes de la Turquie, dans 7, Istanbul et Ankara essentiellement, où l'AKP, le parti d'Erdogan, dirige ces 2 grandes villes depuis 1994, donc avant même l'arrivée au pouvoir de l'AKP, et ils ont perdu les mairies par un retournement d'une partie importante de l'électorat qui, aujourd'hui, Tayyip Erdogan, est aussi dans l'imprévisibilité. Et cet affaiblissement de sa base électorale l'a poussé à créer une alliance avec l'extrême droite nationaliste. Et là, nous avons aujourd'hui une alliance qui est devenue une alliance islamo-nationaliste, mais essentiellement nationaliste. Mais radicalement nationaliste, agressivement nationaliste, islamiste idéologiquement. Et ça, je dirais, il y a 4 caractéristiques de ce régime aujourd'hui. Premièrement, c'est un régime qui maintient une hégémonie électorale. Nous ne savons pas comment ça va se passer les élections, ou Tayyip Erdogan, est-ce qu'il va organiser les élections qu'il sait perdre en 2023 ? S'il perd les élections, comment il va réagir ? Aux élections municipales d'Istanbul, il a voulu réagir d'une manière, à la manière de Donald Trump, c'est-à-dire refuser le résultat, mais ça n'a pas marché. Et ça a retourné contre lui. Mais est-ce qu'il va faire un peu comme du trumpisme maintenant, puisque c'est devenu à la mode la manière de Trump de refuser la réalité des choses ? Bon, nous ne savons pas, mais il y a une hégémonie électorale très importante. Deuxièmement... Et juste peut-être, même sa candidature est en question, parce que normalement, il n'a pas le droit d'être candidat. Ça, c'est une version, effectivement, du débat constitutionnel. Est-ce que quand on change la Constitution, on met le compteur à zéro ? Non, là, l'éternel débat des constitutionnalistes de partout. Deuxième caractéristique, c'est ce néopatrimonialisme et chronicapitalisme qui s'épuise et qui irrite de plus en plus les classes moyennes. Troisièmement, l'utilisation de l'islam comme idéologie mobilisatrice, et ça c'est de plus en plus irritant pour une partie importante de la population. Je disais à Aychen, récemment il y a une enquête qui a été publiée et qui est sérieuse, où on pose la question suivante: est-ce que vous appréciez qu'on utilise les thématiques religieuses dans une campagne électorale ? 82% des enquêtés disent non, y compris
un nombre considérable, un pourcentage considérable du parti de Tayyip Erdogan. Mais cette islamisation de l'espace public comme idéologie est utilisée par la direction des affaires religieuses est utilisée comme un moyen d'appareil idéologique pour encadrer la jeunesse, pour créer une jeunesse pieuse. Il y a un projet d'islamisation de l'espace public. Hein. Là, il faut vraiment reconnaître que plus Tayyip Erdogan perd sa base populaire, plus, évidemment, il veut compenser ça par une mise en avant des symboliques religieuses, dont la transformation de Sainte-Sophie en mosquée, du musée en mosquée, qui est le moment le plus significatif peut-être de cette islamisation, mais aussi ouverture des écoles d'Imam Hatib, etc. Et dernièrement, quatrième caractéristique, c'est le nationalisme. C'est le nationalisme qui est un peu le ciment qui regroupe l'ensemble de ces dynamiques. Et dans ce nationalisme, Tayyip Erdogan arrive à trouver des soutiens du camp laïque aussi, notamment dans sa politique extérieure, vis-à-vis de la Grèce, vis-à-vis des zones économiques exclusives dans la Méditerranée, vis-à-vis en Syrie, vis-à-vis des Kurdes, pour la répression des Kurdes en Syrie, en Irak, vis-à-vis du problème azéri en Arménie. Vous savez que la Turquie a énormément soutenu l'Azerbaïdjan dans sa guerre contre l'Arménie récemment. Dans tout ça, il y a un soutien qui va au-delà du cercle musulman conservateur et qui lui permet d'avoir un peu de marge de manœuvre. Dernièrement, je dirais, effectivement, cet arbitraire est important et l'imprévisibilité, y compris pour lui. On ne sait pas ce qui va se passer en 2023. Cette imprévisibilité l'arbitraire et l'imprévisibilité est une caractéristique majeure. Aychen et moi, nous avons signé la même pétition. Aychen a eu 1 an et demi de prison. On ne m'a même pas ouvert une enquête à mon sujet parce que j'étais en retraite déjà. Vous voyez, donc l'arbitraire, on a fait la même chose. Alors, ce n'est pas du totalitarisme du coup, ce n'est pas du stalinisme. Dans le stalinisme, Aychen et moi, on avait tous terminé de même manière. Ou dans le nazisme, on avait tous terminé de la même manière. C'est un régime qui est dépendant des résultats électoraux. Et ça, c'est très important. C'est un régime qui est dépendant des résultats électoraux et ce n'est pas du poutinisme dans ce cas-là. C'est-à-dire que 2023, Tayyip Erdogan peut perdre les élections. Ce qui est inimaginable pour Poutine. Et enfin, est-ce que c'est un pouvoir instituant? Est-ce que c'est un régime qui veut instituer solidement un nouveau régime? Non. Pour le moment, l'erdoganisme se présente sous forme de 3 mouvements: désinstitutionnalisation, déréglementation. Même les règles mises en place par le gouvernement peuvent être changées par un décret présidentiel du jour au lendemain sans que même les ministres soient au courant. Déréglementation, dérégulation et délégalisation, déconstitutionnalisation. Même les lois ou la Constitution peuvent ne pas être appliquées. C'est l'arbitraire total qui permet à Tayyip Erdogan de gérer au jour le jour, selon les besoins de la conjoncture politique intérieure ou internationale, pragmatique, mais en même temps, ça donne, comme les observateurs des relations internationales se rendent compte de plus en plus, ça donne un peu le sentiment d'un bateau qui n'a pas d'attache. Qui peut aller un jour du côté de la Russie, le lendemain courir derrière Biden, serrer la main de Merkel pour avoir de l'argent, etc. Justement, ce serait intéressant d'entendre Aychen là-dessus, parce qu'on entend bien que pour faire avancer cette idéologie nationaliste, on doit chasser l'étranger et la modernité occidentale par la grande porte, mais elle revient par la fenêtre à la fois des investissements qui sont nécessaires pour ces projets faramineux comme le deuxième Bosphore maintenant qui a vu le jour la semaine passée, mais aussi à travers ces techniques de répression, parce qu'on voit que ce sont des techniques qui sont empruntées, qui sont inspirées de différents régimes et qui circulent aussi comme ça en termes de manière d'intimidation, notamment des chercheurs. Je ne sais pas si... Oui, en plus, on peut trouver les traces dans l'histoire de la Turquie. Donc, ils ont bien appris comment on peut réprimer
les citoyens, surtout les opposants. Mais juste, je veux ouvrir une parenthèse pour ajouter quelque chose, rajouter quelque chose à ce que Ahmed a dit. Il ne faut pas oublier l'effet du printemps arabe aussi. Donc le régime est devenu un peu paranoïaque à partir de tout ça. Erdogan a peur énormément de perdre le pouvoir depuis, et il faut aussi penser la répression sur les mouvements, sur les manifestations de Gezi à partir du printemps arabe, parce qu'il a considéré ces manifestations comme une révolte contre son pouvoir. Et depuis, à mon avis, la répression peut être comprise à partir de ce qu'il a pensé, ce qu'il a, comment on dit, commenté, tout ce qui s'est passé au nord de l'Afrique du Nord, par exemple. Surtout le coup d'État de Sisi. Oui. C'était décisif pour lui, le coup d'État de Sisi, où les Américains et l'Arabie Saoudite et les États-Unis se mettent derrière les militaires contre Morsi. Pour Erdogan, c'était la préfiguration de ce qui va lui arriver dans quelques mois après. Donc il a vécu comme une préfiguration d'un coup d'État préparé par les Américains et l'Arabie Saoudite contre les frères musulmans, et il est assimilé comme aux frères musulmans dans cet univers-là, et donc du coup c'est arrivé un peu quelque part, puisque les gulenistes, ils ont tenté ce coup d'État par la suite. Et on pouvait trouver les traces de cette forme de répression dans les années 90 aussi, mais d'une certaine manière beaucoup plus approfondie, beaucoup plus violente, beaucoup plus déréglementée. Donc il n'y a plus de l'état de droit en Turquie. En fait, on peut dire très facilement ça, en suivant surtout les procès qui continuent à l'heure actuelle, dont le procès d'Osman Kavala. Il y a une chose qui est intéressante de ce point de vue-là. Aïchen a parlé des années 80. Les années 80 étaient très dures. C'était le coup d'État militaire. Il y a eu 650 000 personnes en prison. Et à l'époque, on utilisait la torture pour faire parler les gens. Et donc, soit les gens, ils parlaient, donc ils passaient devant les tribunaux, soit ils ne parlaient pas, et ils sortaient soit libres, soit morts. Hein. C'était ça la torture. Dans les années 90, on ne cherchait pas directement les criminels, on partait d'une responsabilité pénale inventée, et à partir de cette responsabilité pénale, on faisait disparaître les personnes. Il y avait des personnes qui disparaissaient. Hein. Il y a eu des centaines de personnes qui sont disparues probablement par des gendarmeries, par les polices secrètes, etc. Dans les années 2000, les gulenistes, ils ont inventé autre chose, c'est qu'on vous arrêtait et on inventait des preuves totalement par des biais électroniques. Hein, on inventait des preuves pour vous. Maintenant, on ne fait rien de tout cela. Pour Osman Kavala, c'est très net. On ne vous demande même pas de vous expliquer, et on vous explique pas pourquoi vous êtes arrêté, on décide de vous arrêter. Donc on ne vous torture pas, on n'invente pas des preuves bidons, et on ne vous demande pas pourquoi vous êtes arrêté correctement, il n'y a pas de charge réelle juridique, c'est l'arbitraire total. Évidemment, c'est mieux que ce ne soit pas torturé, les gens. Hein, on ne va pas regretter la situation précédente. Mais en même temps, c'est une autre manière de torturer les gens. Psychologiquement, on les laisse pendant des années dont on ne sait pas concrètement pourquoi ils sont en prison, sauf parce que le pouvoir a décidé qu'ils étaient en intelligence avec une organisation terroriste. Vague, très vague, dans lequel tout rentre comme on veut.
Et toute contestation a été considérée par lui comme terroriste, comme un mouvement terroriste. Par exemple, récemment, les étudiants qui manifestent pour leur droit au logement ont été qualifiés comme terroristes aussi. Et dernière chose, c'est qu'évidemment, c'est un discours qui devient de plus en plus basé sur c'est les fameux, et je crois que dans ce point de vue-là, il y a une universalisation des régimes autoritaires dans leur manière d'agir. C'est ce qu'on appelle les vérités alternatives. Par exemple, Tayyip Erdogan peut parfaitement, il y a 2 jours, peut parfaitement, devant un public à Adana, des milliers de personnes, soutenir qu'en Turquie, les choses sont très très bien, qu'on n'a pas le droit de se plaindre, comparativement à ce qui se passe aux États-Unis où il y a des queues immenses pour avoir l'essence. Et en France et en Allemagne, les gens ne trouvent rien à manger dans les magasins, etc., etc. Donc je crois que quelque part, ce qui s'est passé quelques semaines en Grande-Bretagne, il le généralise pour l'univers entier et il le dit ça d'une manière avec énormément de certitude. Et évidemment, dans une population qui est en grande partie sa base électorale, qui ne regarde que les télévisions verrouillées du gouvernement, la presse écrite est totalement verrouillée par le gouvernement, ces fake news font effet, ils croient. C'est un peu comme Citizen Kane, mais à l'échelle de 25 millions de personnes qui reçoivent une information totalement inventée. Et ça joue énormément. Nous constatons, nous, dans l'opposition, notre impuissance sur 2 choses. Et c'est là où je terminerai ce qui me ressort comme enseignement de ce que c'est l'autoritarisme ou l'autocratie. Premièrement, c'est l'impuissance devant une justice qui est devenue l'appareil de répressif du pouvoir. Les partis politiques ferment, vous pouvez se battre en créant des mouvements illégaux. La presse est verrouillée, vous pouvez distribuer des tracts, etc. Mais quand la justice est totalement dans les mains du pouvoir, vous n'avez pas de recours alternatif. Vous êtes totalement démunis. On ne va pas créer des tribunaux alternatifs. Dans ce cas-là, on passe à autre chose, on passe à la guerre civile. Donc là, on est totalement, devant ça, on est totalement démunis. Et deuxième chose, ces régimes ne sont pas des totalitarismes. Moi, je dirige une maison d'édition où on publie même des bouquins sur le génocide arménien. On n'est pas inquiété. C'est une grande maison d'édition. On publie beaucoup de livres, de critiques de Erdogan, etc. Mais ils n'ont rien à faire parce que nos bouquins ne touchent pas son électorat. Nous, on vend aux gens de gauche qui, comme nous, donc en 80 millions d'habitants en Turquie, on en trouve facilement 15 millions de gauche. Donc, du coup, une maison d'édition peut parfaitement vivre. Mais on ne touche pas son public, ni par la presse, ni par la télé, ni par les bouquins. Ça, c'est quelque chose de très important. Nous n'avons aucun espace commun de communication, d'information avec la base électorale de Tayyip Erdogan. C'est totalement isolé, et donc du coup on peut même, vu notre existence, vu notre activité, il peut même nous dire, mais vous voyez là, tous les opposants là, ils publient, ils ont des journaux, ils ont des... Mais en plus, même les hommes de gauche, les opposants ne lisent pas beaucoup. Donc... En plus. En plus. Alors, je ne sais pas si on a encore un petit peu de temps avant de repartir sur de la musique. Il semblerait qu'on a presque évacué la question du religieux dans cette question. Alors, je ne sais pas si notre responsable religieux veut relancer nos intervenants. C'est un genre d'honneur que tu me fais. Ça faisait quand même partie de l'alternative initiale. Oui, la révolution conservatrice ou... La religion joue un rôle idéologique. Mais Tayyip Erdogan, si on veut mettre en place dans les objectifs de Tayyip Erdogan, le premier objectif de Tayyip Erdogan, c'est de garder le pouvoir. Si garder le pouvoir nécessite de se recourir aujourd'hui, comme depuis 10 ans, nécessite
de mobiliser les thématiques religieuses et en même temps de mobiliser les institutions qui datent, qui sont issues de l'État dit laïque. Hein? Ce n'est pas un État laïque que nous avions auparavant, contrairement à ce qu'on dit. On avait un État gallican, c'est-à-dire un État qui voulait créer un islam turc officiel, étatique. Et donc, quand les musulmans ont arrivé au pouvoir, ils ont disposé d'une institution publique énorme, avec actuellement 110 000 imams qui sont fonctionnaires, etc. Et donc, du coup, ils utilisent ce moyen. Mais ce moyen, ce n'est pas eux qui ont créé. Ils ont hérité d'une institution à la manière de Bonaparte, c'est-à-dire une institution où les prêtres, les imams, sont fonctionnaires, sont sous contrôle de l'État et sont a priori là pour encadrer la société afin d'extirper les influences de racines arabes et persan de la culture musulmane et création d'un islam turc. Ça a échoué, mais ils ont laissé l'institution telle qu'il est dans les mains des musulmans qui l'utilisent évidemment encore plus, mais exactement de la même manière. Et donc il y a une islamisation de l'espace public. Mais il n'y a pas une volonté de mettre en place la charia, des choses comme ça. Si vous faites une enquête, oui, 15% de la population voudrait que la charia soit acceptée en Turquie, que soit en œuvre. Mais c'est 15%. Et le reste, non, pas du tout. Mais en revanche, la majorité de la Turquie est conservatrice. Conservatrice culturelle, conservatrice autoritaire, et surtout éduquée pendant des décennies et décennies par une idéologie comme quoi nous avons des ennemis extérieurs et nous avons des ennemis intérieurs. Les ennemis intérieurs, c'était les communistes, c'est devenu les Kurdes. Les ennemis extérieurs, c'est l'Occident, les impérialistes, le sionisme. Et là, l'idéologie islamo-nationaliste, évidemment, est dans un terrain terriblement fertile. Peut-être juste un mot du conseiller religieux. Un point sur lequel je voudrais insister et que vient d'évoquer Ahmet, la laïcité turque n'a aucun rapport avec la laïcité française ou la laïcité genevoise, qui sont des laïcités de séparation. Alors qu'en Turquie, et dans la continuité de l'Empire ottoman et même d'une certaine manière de Byzance, on est face à ce qu'on appelle dans le jargon de la science politique devant un cas de césaropapisme, c'est-à-dire que César, le prince, se soumet le champ religieux. Et c'était le cas de l'Empire ottoman. En fait, le sultan avait une très large prééminence sur le champ religieux et sur les autorités religieuses. Et Mustafa Kemal, au fond, s'est inscrit dans cette continuité par le biais notamment d'une direction des affaires religieuses qui lui était directement rattachée et qui lui permettait de contrôler et aussi d'une certaine manière de réformer l'islam avec un rapport très ambigu entre cette république dite laïque et la conviction ou l'obédience religieuse, qui d'une certaine manière n'est pas sans faire penser au rapport très ambigu qu'il y a entre la République française et un catholicisme qui est à la fois refoulé et néanmoins omniprésent dans le logiciel politique de la dite République. Et Erdogan a repris à son compte cet appareil de la Diyanet, de la direction des affaires religieuses. Il est d'ailleurs très révélateur que quand il est passé du poste de Premier ministre à président de la République, il a emmené avec lui la Diyanet, qui dépend directement de la présidence de la République. Hein. Donc ça, c'est vraiment un point extrêmement important, notamment pour comprendre cette alternative, qui est bien entendu, vous l'aurez saisi, une fausse alternative entre islam politique et révolution conservatrice.
Voilà, je suis sûr qu'après les interventions d'Aïchen et d'Ahmet et les inspirations musicales de nos deux musiciens, vous avez plein de questions, donc on va faire circuler des micros. Et n'hésitez pas, les délateurs d'Erdogan ne se sont pas glissés dans la salle. Vous n'avez pas parlé du tout de l'armée, du rôle de l'armée. Les Occidentaux ont aussi un rôle important puisque l'OTAN fait partie, la Turquie fait partie de l'OTAN. Et donc les Américains ne disent rien, les Occidentaux non plus. Il y a 3 millions, je crois, de Turcs en Allemagne. Et puis maintenant, ils s'acoquinent avec les Russes. Et ils reçoivent des armes à la fois de l'Europe, des États-Unis et maintenant des Russes. C'est une poudrière. Si vous voulez, on va peut-être assembler trois questions, comme ça on laisse un peu de temps à nos intervenants de préparer quelque chose et puis on fera une deuxième salve ensuite. Oui. J'ai besoin des fois de caricaturer les choses. Est-ce qu'il y aurait un Erdogan d'avant les révolutions arabes et un Erdogan d'après les révolutions arabes? Deuxième point, à un certain moment, vous avez utilisé le terme de vengeance. Y a-t-il une vengeance de jeune au fond du cœur d'Erdogan par rapport à la société dans laquelle il a vécu et une vengeance par rapport à l'Europe, du fait que la perspective d'entrer dans l'Europe n'a pas abouti? Merci. Oui, juste une question sur la question de l'imprévisibilité. Il y a quelque chose que je ne pige pas tout à fait dans l'explication, au sens qu'on voit bien le portrait que vous avez décrit, c'est un portrait où ce qu'on voit, c'est un parti qui contrôle toujours plus la société, toujours plus intrusif, toujours plus de délation. Les espaces de liberté de parole sont laissés à la marge, là où ça ne compte pas, où ça n'affecte pas le parti. Et du coup, je me dis, dans une configuration pareille,
quelqu'un comme Erdogan, régime d'homme fort tel que vous l'avez décrit, moi je serais Erdogan, je rêverais d'être Poutine. Et justement de réduire l'imprévisibilité pour être sûr d'être réélu. Ce que je ne comprends pas très bien dans la description, c'est cet espace d'imprévisibilité qui affecte Erdogan lui-même également et le sort des élections. Voilà, si vous pouvez clarifier ça. Peut-être juste un quatrième encore, et puis après on va... Merci beaucoup pour ces deux interventions. Moi, j'aurais une question sur le rôle de la politique étrangère. Dans quelle mesure elle contribue à la légitimation du pouvoir d'Erdogan et dans quelle mesure, après les percées, on voit apparaître des limites. Est-ce que ça peut aller très loin ou est-ce que c'est simplement une instrumentalisation ou s'il y a véritablement une volonté de ce que nous appelons une projection vers l'espace méditerranéen notamment. Merci. Merci. Alors dans l'ordre, peut-être Aïchen, si tu veux commencer. Oui, en fait, je vais rassembler le rôle de l'armée avec le rôle de la politique étrangère. En 2016, en juin 2016, j'étais invitée comme professeur invitée à Paris. J'avais une conférence. Pendant la conférence, on m'a posé une question en disant, en fait, en s'interrogeant, un éventuel départ d'Erdogan. Par exemple, un coup d'État ou autre. Donc, en fait, j'ai répondu de cette question en disant l'armée a affaibli, donc il n'y a pas des forces qui peuvent réaliser un coup d'État, heureusement. Et juste quelques semaines plus tard, je suis rentrée en Turquie le 14 juillet 2016 et le lendemain, il y a eu cette tentative de coup d'État. Donc, et au prolongement de la réponse que j'avais donnée, j'ai dit aussi les équilibres au niveau des politiques au niveau international peut changer les choses. Le soutien apporté à Erdogan dans les différentes périodes a amener aussi les choses à ce point-là. Mais de l'autre côté, un éventuel départ d'Erdogan peut être possible. Je ne parle pas des théories de complot. Pas du tout, mais en ce qui concerne, par exemple, les politiques suivies par les différents pays à propos de la guerre en Syrie, maintenant la question d'Afghanistan, etc., parfois renforce le pouvoir d'Erdogan, parfois affaiblit. À mon avis, on peut imaginer une contestation interne en Turquie dès que les opposants qui vivent toujours en Turquie se sentent un peu plus forts, c'est-à-dire avec le soutien international, ce que je pense, ce que j'observe quand je regarde à long terme ce qui se passe en Turquie. Sinon, Erdogan avant printemps arabe et après, si on veut simplifier les choses, oui, on peut dire. Moi, je dis plutôt Erdogan avant 2010, 2011, 2010, après cette date-là. Donc, plusieurs événements jouent un rôle dans cette distinction. Mais c'est vrai que les politiques suivies par Erdogan ont changé beaucoup à partir de ces années-là. Il y a un basculement. Alors, en ce qui concerne la question peut-être du coup de vengeance, sur la question de vengeance que j'ai utilisée, Erdogan utilise beaucoup depuis 2011-2012, avant ce n'était pas du tout un terme récurrent, il utilise le terme « gardez votre haine vivante, vivace ».
gardez votre haine vivante vis-à-vis de la jeunesse pieuse. Il dit, nous voulons former une jeunesse pieuse et garder votre haine vivace. Alors, c'est quoi cette haine vivace? C'est deux cibles qui se superposent, in fine. C'est d'abord les modernistes qui ont régné en Turquie, et il y a tout un univers, toute une fantasmagorie, en grande partie par des histoires qui sont inventées ou exagérées, comme quoi, durant le kémalisme, durant le règne de Mustafa Kemal et du parti unique, les mosquées ont été transformées en étables, qu'on a détruit les mosquées, etc., etc. C'est vrai qu'il y a eu une politique de désislamisation durant cette période-là, une politique de laïcisation, de sécularisation forcée jusqu'aux années 50. Ça, c'est vrai. Et donc, il y a une réaction. Le changement obligatoire des modes vestimentaires, interdiction de porter le fez, et surtout le changement brutal de l'alphabet. Imaginez que vous êtes suisse, et il y a un pouvoir qui arrive et vous dit dans 3 mois, vous allez écrire tous en alphabet arabe. Hein, c'est un peu la même chose dans l'autre sens, en Turquie en 1928. Mon grand-père, qui était un lettré, devient illettré jusqu'à sa mort. C'est mon père qui a lu les journaux à mon grand-père après. Donc, et en 3 mois, la lettre arabe est interdite. Hein, c'est en 1928. Et donc, une haine par rapport à cette acculturation. Il y a une phrase que Erdogan use et abuse d'un poète turc, islamo-nationaliste, qui est d'ailleurs l'équivalent dans la droite de ce que c'est Nazım Hikmet pour la gauche. Hein? Necip Fazıl, il dit « Oh mon frère, tu es devenu étranger dans ton propre pays ». Ce terme « Oh mon frère, tu es devenu étranger dans ton propre pays » explique tout l'univers culturel, raisonnement des islamo-nationalistes. Et Tayyip Erdogan utilise ça. Donc, une haine contre les autoritaires modernistes, élitistes, etc., qui sont en même temps la prolongation de l'Occident chrétien. Donc, les deux vengeances, les deux haines qui se superposent, à cela s'ajoute, cette fois-ci conjoncturelle, l'Occident, l'Europe cette fois-ci, qui nous a menti, qui nous a fermé la porte au nez après avoir ouvert, et donc essentiellement Sarkozy et Merkel, particulièrement à partir de 2007, alors que les choses étaient bien plus compliquées, puisque la Turquie a commencé le processus de négociation en vue d'adhésion en refusant de reconnaître un pays qui est devenu membre de l'Union européenne, ce qui fait que la Turquie a refusé de reconnaître en 2005 la République de Chypre, qui était devenue membre de l'Union européenne. Et déjà, c'était mal enclenché parce que comment adhérer dans un club où on refuse de reconnaître un des membres qui dispose d'un droit de veto? Donc déjà, c'était d'emblée mal enclenché. Mais bon, ça c'est une autre histoire. En ce qui concerne la politique étrangère, c'est une politique étrangère effectivement extrêmement cafouilleuse. Mais il y a un facteur important qui explique cette politique extérieure. C'est le vide de leadership dans le Moyen-Orient. Le vide de leadership, les Américains se retirent, l'Union européenne n'a absolument pas de politique extérieure, et surtout sur le Moyen-Orient. Et on voit bien même sur la question de la Libye, où la France, on ne sait absolument pas pourquoi la France soutient le camp de Haftar, alors qu'il y avait un gouvernement légitime, reconnu par l'ONU. Et donc, du coup, comme les Européens et la France particulièrement ne soutiennent pas le gouvernement reconnu par l'ONU, les Turcs se sont précipités dans ce vide du pouvoir et ils ont assis une place qui est difficile maintenant d'évacuer. Hein. Donc là, je pense que sur la Syrie, sur la Libye, sur la Somalie, la Turquie dispose d'une importante base militaire en Somalie aujourd'hui. Sur la Somalie, sur l'implantation de la Turquie dans les pays africains, au Sénégal, Niger, Côte d'Ivoire, au Soudan, mais maintenant moins avec le renversement de Bachir. Mais
cette offensive politique de la Turquie dans le Moyen-Orient, l'utilisation, le soutien de l'Azerbaïdjan qui a été très efficace dans sa guerre contre l'Arménie ces derniers temps, dans tout ça, la Turquie dispose d'une vide du pouvoir, de vide de leadership, et pour la Russie, c'est l'idéal. En face de la Russie, il y a un partenaire qui est en même temps son rival, parce que la Turquie et la Russie sont rivaux en même temps. En Syrie, sont rivaux, en Libye, sont rivaux. Bon, je pense que les Russes sont très ambivalents sur la question azérie-arménienne, mais en tout cas, ils n'étaient pas du côté des Russes sur la question sur l'Arménie. Et les Russes, évidemment, avancent énormément à l'aise sur cette question-là, parce que d'abord, ils affaiblissent le flanc sud de l'OTAN en éloignant la Turquie de l'OTAN, et en même temps, en face d'eux, il y a, quand même, il faut reconnaître, la Turquie n'est pas quand même une grande puissance. Hein, il faut aussi remettre les choses à sa place. La Turquie, c'est un pays qui dispose d'une armée forte, certes, etc., mais économiquement parlant, n'a pas les moyens de soutenir son armée si jamais les Occidentaux mettaient un embargo. Même les fameux... les avions, comment on appelle ça, les drones militaires que la Turquie actuellement vend, etc., toutes les pièces maîtresses stratégiques viennent de l'Occident, des Espagnols, des Canadiens qui ont mis un embargo, des Français, des Allemands. Donc, bon, là-dessus, il faut être aussi un peu raisonné en termes relatifs. Effectivement, il y a dans la Turquie d'aujourd'hui, non pas chez les islamistes particulièrement, mais chez les laïcs, modernistes, kémalistes, un courant eurasiatique qui considère l'Occident comme un porteur d'une démocratisation forcée et un porteur d'un capitalisme libéral. Donc tout ceci vient les uns sur les autres et qui sont très regardants sur les régimes que nous appelons avec mon collègue Pierre Yvenin du national-capitalisme autoritaire, c'est-à-dire la Russie, c'est-à-dire la Chine, c'est-à-dire la Hongrie d'une certaine manière, mais surtout le modèle poutinien et chinois. Et pour venir sur la question de Poutine, Erdogan n'a pas les moyens de Poutine. La Turquie est un pays pauvre en ressources naturelles. Poutine s'assoit sur le gaz naturel et sur le pétrole. L'économie de la Russie, c'est pas énorme, hein, c'est 3/4 de PIB italien, la Russie. Hein, c'est pas la Chine. Mais dispose d'une ressource à distribuer des rentes, et il s'assoit sur un appareil d'État essentiellement de services secrets. Hein, c'est le vertical du pouvoir de Poutine, c'est le service secret, et Poutine est le premier des services secrets. On retire Poutine, on trouvera une autre personne. Erdogan, c'est pas ça. Erdogan, c'est un appareil d'État en déliquescence. L'armée est affaiblie. Il a affaibli l'armée dans les années 2000. Et aujourd'hui, imaginez quand même que depuis 2016, 3/4 des généraux ont été licenciés, on ne dit pas licenciés d'ailleurs, révoqués. Hein. 3/4 des généraux ont été révoqués, 25 000 officiers, sous-officiers ont été révoqués de l'armée, et dans la précipitation, ils ont pris des jeunes proches, c'est la même chose dans la justice d'ailleurs, hein. 1/3 des juges et des procureurs ont été révoqués, et des anciens avocats proches de AKP sont devenus des juges désormais. Donc, ce n'est pas Poutine. Mais ce n'est pas Poutine non plus pour une autre raison. C'est que la société russe et la société turque est bien différente. Dans la société turque, ce qui nous permet, Ayşen et moi et Jean-François et des amis de la Turquie démocrate, d'avoir un peu d'espérance, c'est que dans la Turquie d'aujourd'hui, dans la société turque d'aujourd'hui, la légitimité électorale du pouvoir est encore imprescriptible. Est une légitimité, le pouvoir doit être élu convenablement. Ça, c'est quelque chose qui nous reste encore. Je ne sais pas si ça va rester très longtemps. Imaginez que dans les élections en Turquie, où le vote n'est pas obligatoire, le vote par correspondance n'existe pas, le vote par procuration n'existe pas, et 100% des gens en âge de voter sont inscrits sur les listes électorales à l'âge de 18 ans automatiquement, le taux de participation est 85%.
Bon, là, on voit bien ce que c'est la mobilisation électorale et l'attachement que la droite, les électeurs de droite, de gauche, nationalistes, etc., attachent énormément d'importance à leur bulletin. En Russie, ce n'est pas ça. En Égypte, encore moins. En Maroc, encore moins, avec des taux de participation qui sont moins de 50%. La Turquie, du coup, pour Erdogan, c'est à la fois sa force, parce que quand il est élu, il est bien élu, mais en même temps, il est élu toujours ric-rac. Et donc, le basculement de 10% de l'électorat de l'Erdogan vers l'opposition, c'est le basculement justement de la majorité. Et ça, c'est quelque chose qu'on ne peut pas facilement contrôler quand il y a, dans une population de 85 millions d'habitants, quand il y a 85% de participation. Ce n'est pas très facile de jouer sur les urnes quand il y a autant de participation. Vous pouvez faire quand 40% de participation, avant la clôture des élections, vous pouvez bourrer les urnes. Mais quand 85% a déjà voté, il n'y a pas tellement d'espace pour bourrer les urnes après. Donc, ceci est notre dernier filet de sécurité démocratique en Turquie et qui nous permet peut-être d'espérer qu'on puisse avoir une alternance du pouvoir. Et ce qui nous permet de ne pas basculer dans la guerre civile. Et il ne faut pas oublier aussi qu'il y a une forte mobilisation pour protéger les urnes en Turquie. C'est très très important. C'est grâce à cette mobilisation que l'opposition a pu remporter les élections municipales. Ça, c'est important. Et je veux bien rajouter aussi un point. Erdogan aime aussi le symbole de puissance, malgré ses politiques pour affaiblir l'armée. Maintenant, il construit à Ankara le même modèle avec Pentagone, un bâtiment. Donc, il aime bien montrer la puissance en passant par des symboles comme ça. Donc, en même temps, c'est aussi une réorganisation de l'armée, parce que l'armée turque était une armée très féodalisée. L'armée de l'air, l'armée de la marine et l'armée de terre étaient avec des états-majors totalement distincts. Maintenant, ils les mettent tous dans le même bâtiment, sous contrôle du ministère de la Défense nationale. Avant, le chef d'état-major ne dépendait pas du ministère de la Défense nationale. Le chef d'état-major dépendait directement du Premier ministre ou du Président de la République. Et là, il a mis le chef d'état-major, où l'armée est devenue directement dépendant du ministère de la Défense, et le ministère de la Défense est un ancien chef d'état-major, donc du coup il y a une continuité. Et pour la question que Joseph Malia m'a posée sur la politique étrangère, effectivement, ça joue un facteur de légitimation. Et la Turquie, le discours de grandeur nationale retrouvée, c'est un discours très important. On appelle ça d'une manière un peu rapide, moi je n'utiliserai pas ce terme, le néo-ottomanisme. En fait, c'est une grandeur nationale perdue. On retrouve ça en Russie aussi. Donc, c'est les relances de l'empire perdu, évidemment. Mais il y a une volonté de grandeur nationale, évidemment, qui s'exprime. Et que cette volonté de grandeur nationale, non seulement est un facteur de mobilisation nationale, au-delà de l'islamisme, mais en même temps est un facteur d'adhésion de l'armée. Parce que pour l'armée, c'est quand même très gratifiant. L'armée turque, je ne sais pas en France combien de militaires sont déployés hors France. Le chiffre, je ne sais pas. En Turquie, c'est 60 000 militaires sont hors territoire de la Turquie. 60 000. Hein, c'est une petite armée. 35 000 en Chypre du Nord, 20 000 en Syrie, 3 à 4 000 en Libye, 2 à 3 000 en Somalie. Il y a une base militaire au Qatar, il y a 2 ou 3 000 au Qatar. Il y a des officiers en Azerbaïdjan. Il y a une base militaire navale qui est en déclin dans un port d'Albanie. Plus les militaires qui sont déployés dans le cadre de l'ONU. Jusque-là, c'était Afghanistan, ils sont revenus, mais il y a Kosovo. Il y en a un autre endroit encore, j'ai oublié. Mais donc, pour les militaires, évidemment, ceci fait partie de leur
activité, de leur reconnaissance et de leurs gains supplémentaires, parce que quand ils sont à l'étranger, ils sont payés plus, etc., etc. Donc, tout ceci fait que la politique extérieure est une fuite en avant, certes, mais pas que fuite en avant. Il y a un vide aspirant d'hégémonie de l'autre côté. Et puis, troisièmement, il y a une aspiration nationale des Turcs. Et ça, c'est un problème des Turcs. Et je terminerai là-dessus sur la question turque. On dit en Turquie, on n'a pas parlé du problème kurde. Hein. Il y a un problème kurde en Turquie. C'est un vrai problème. Hein. Imaginez qu'en France, moi je connais l'exemple français, donc la Suisse est très particulier. Imaginez qu'en France, sur 65 millions de population française, qu'il y a à peu près 12 millions de Basques qui vivent du côté de la France. Et il y a un Pays basque au sud. C'est un peu le cas en Turquie. Il y a 15 millions de Kurdes qui vivent en Turquie et il y a des Kurdes en Syrie, aux frontières, en Irak et en Iran, aux frontières. Donc du coup, évidemment, il y a une tension de l'État profond sur le problème kurde. Les Turcs refusent de reconnaître l'identité citoyenne des Kurdes. Mais en même temps, je dirais, c'est un vrai problème turc. Il faut d'abord poser la question, on pose souvent la question aux Kurdes en disant « mais qu'est-ce que vous voulez ?» Mais eux, ils savent ce qu'ils veulent. Ils veulent la reconnaissance. C'est les Turcs qui ne veulent pas ce qu'ils veulent. C'est-à-dire qu'on ne sait pas si les Turcs ils veulent que les Kurdes partent ou ils deviennent turcs. Je crois que les deux. Et par rapport à ça, je pense qu'il y a chez les Turcs, une partie des Turcs, chez les Turcs, ils sont 85 millions, donc du coup, on ne peut pas généraliser, mais il y a un fond idéologique nationaliste où les Turcs se considèrent d'abord comme ceux qui ont sauvé l'islam, et ils sont, de ce point de vue-là, très dédaigneux des Arabes. Il y a un racisme anti-arabe très ancré dans les sunnites turcs, un racisme anti-kurde qui monte de plus en plus, mais aussi une volonté de régenter le monde. Et il y a une idéologie turque comme quoi, et ça date de Mustafa Kemal, malheureusement, une idéologie comme quoi l'origine de la civilisation humaine serait turque et d'Asie centrale. Et ça, c'est quelque chose qui vous paraît invraisemblable, mais... Je t'interromps 30 secondes, mais la justice nécessite de souligner qu'un professeur genevois, Eugène Pitard, a beaucoup œuvré à cette théorie. Ah, c'est vrai. C'est vrai, j'avais oublié ça. Oui, c'est vrai. Il y avait des turcophones russes, mais en même temps, donc, genevois, et il y avait aussi des Hongrois. Qui a notamment été le professeur de l'une des filles adoptives de Mustafa Kemal, et qui était à l'origine de la théorie de la langue soleil, parce que vous ne le savez pas, nous parlons tous le turc, tel le bourgeois gentilhomme, sans le savoir, parce que le turc est la langue fondamentale, la langue d'origine. Et ça vous paraît invraisemblable, farfelu, mais quand vous avez grandi pendant des décennies dans cette idéologie, moi j'ai appris ça quand j'étais école primaire, je suis bien plus âgé que Aychen, donc là j'ai connu ce que c'était le kémalisme en idéologie dans les débuts des années 60 à l'école primaire. Pour nous, c'était ça. Hein, la civilisation s'est diffusée. On avait des cartes, des immenses cartes avec plein de flèches qui partent de l'Asie centrale vers l'Amérique, vers la Chine, vers l'Europe via la Hongrie, vers la Turquie, vers l'Égypte, etc. Donc, toute la civilisation, l'humanité venant de l'Asie centrale. Et les Kurdes sont les Turcs de montagne. Oui, c'est ça, ce sont des Turcs de montagne. Et jusqu'en 1990, l'idéologie officielle en Turquie soutenait qu'il n'y avait pas une langue kurde. Alors que juste au-dessus de nos frontières, il y a des millions de Kurdes qui parlent kurde. Donc, cette schizophrénie quelque part et cette volonté de compenser la perte de l'Empire par un retour plus ancien aux origines de la grandeur pré-impériale, beaucoup plus impériale, a laissé des traces dans l'idéologie nationaliste turque et nous ne sommes pas très près d'évacuer ça. À cela s'ajoute, et je termine, j'ai trop parlé, c'est aussi évidemment la culpabilité refoulée de tous les massacres commis au nom de l'idéologie nationaliste
islamo-nationaliste, génocide des Arméniens, pogrom des Grecs, pogrom des Juifs, pogrom des Kurdes et pogrom des Alévis plus récemment. Ça, c'est quelque chose qui est quand même lourd. C'est des années 1900, une fois, deux fois, d'accord, mais systématiquement, on trouve un autre à pogromer. Donc, et in fine, maintenant, c'est les sunnites turcs qui s'entretuent entre eux, entre les gulenistes et erdoganistes. Ça n'en finit plus d'éliminer l'ennemi intérieur. Mais en même temps, évidemment, avec un peur refoulée qu'on puisse un jour demander des comptes en Turquie ou au niveau international. Et ça, c'est un facteur très important pour faire la cohésion, le ciment. Cette peur est une peur qui est constitutive, je dirais, est une peur cimentant le nationalisme turc et autour d'un leader comme Tayyip Erdogan qui se dit défier les grands de ce monde, justement. On voit que ça tremble jusqu'au cœur du pouvoir autoritaire. On a peut-être le temps encore rapidement un petit tour de questions, une ou deux questions, et puis ensuite on fera une conclusion. Merci beaucoup pour vos brillantes explications, les deux. C'est très intéressant et complémentaire pour nos propres analyses. Une question toutefois n'a peut-être pas été traitée à mon sens, c'est le rôle de la Turquie dans un problème qui a beaucoup frappé l'Europe, notamment ses citoyens, et la relation de l'Europe avec l'Afrique du Nord, c'est-à-dire les très nombreux djihadistes qui, pour l'essentiel, ont passé par la Turquie pour pénétrer en Syrie, d'une part, et d'autre part, cette alliance qui paraissait si évidente entre un circuit d'armes ou de pétrole qui passait par différentes mains à partir de la Syrie en Turquie, ou d'armes qui, de l'Irak, du Qatar, passaient en Turquie et ensuite revenaient auprès des rebelles pour se battre contre le régime. Je dis bien le Qatar, qui, tout en étant wahhabite de culture ancienne, est allié aux frères musulmans. Et on voyait souvent le discours d'Erdogan levant la main avec un doigt, qui est un signe de ralliement pour certains qui savent que c'est un signe des frères musulmans ou les saints doigts. Les quatre. Oui. Alors j'aimerais vous entendre là-dessus. Merci beaucoup. Peut-être encore une. Non. Alors, le djihad en 5 minutes. En 5 minutes. Ayşen aura des informations peut-être plus moi, je n'ai pas pu rentrer en Turquie depuis 5 ans maintenant, donc je connais évidemment par mes contacts. Mais d'abord, il faut voir une chose, c'est que la Turquie, sur la question de la Syrie, la Turquie, jusqu'en 2013, était en phase totale et en alliance totale avec la France et les États-Unis sur la politique syrienne. Le basculement vient en 2013, je crois, quand Obama, alors qu'il était question qu'il attaque contre les forces de Damas à cause de l'utilisation d'armes chimiques, Obama refuse et il y a un changement significatif de la politique américaine en Syrie et que la France est un peu en contre-pied et suit les Américains. Et du coup, la Turquie devient un peu seule dans cette affaire, plus l'effondrement des forces démocratiques, laïques, révolutionnaires en Syrie et leur remplacement par des djihadistes dont la Turquie était un facteur important effectivement dans les transferts, dans les passages. Mais pas que, le Liban, la Jordanie aussi, et l'Irak de la même manière. La Turquie a cru que très rapidement, ils allaient renverser Bachar Assad et mettre en place un pouvoir frère musulman en Syrie.
Et après, il y a eu de fil en aiguille un engrenage. Je ne pense pas que Tayyip Erdogan soit très à l'aise avec les djihadistes les plus durs, puisque les djihadistes les plus durs en Syrie sont aussi un facteur d'instabilité et de terrorisme pour le pays. Hein, c'est aussi, ils ont d'ailleurs fait énormément d'attentats en Turquie. Hein, c'est même l'un des plus grands attentats de l'histoire de la Turquie à la gare d'Ankara en 2015. En octobre 2015, 105 ou 120 morts. Hier, c'était l'anniversaire. Oui, et c'était l'anniversaire hier, oui, le 10. Ce sont des djihadistes, d'ailleurs turcs. Hein. Donc là, il y a un engrenage, il est tombé aussi dans cet engrenage. Mais en même temps, il est évidemment, Tayyip Erdogan et son entourage est aussi énormément affairiste, au sens français du terme. C'est-à-dire que chaque fois qu'une politique internationale se met en place, il pense immédiatement derrière ça les marchés publics qu'on peut obtenir, les constructions qu'on peut faire, le pétrole qu'on peut contrôler, etc., etc. Et c'était la même chose pour le pétrole. Mais là, je dirais, je ferai un peu plus attention, c'est que le pétrole djihadiste n'a pas été blanchi simplement vers la Turquie, mais aussi vers le Damas aussi. Hein. Damas aussi a acheté le pétrole djihadiste. Et l'Irak aussi, via l'Irak aussi. Mais surtout la Turquie, oui, et c'est son gendre d'ailleurs, la famille de son gendre Al-Bayrak qui a blanchi le pétrole djihadiste parce qu'ils achetaient très peu cher, et que de toute façon, il y avait un contrebande de pétrole avant même tout ça. C'était les eaux de contrebande qui ont fonctionné. Alliance avec l'État islamique, oui et non. Pour l'alliance avec l'État islamique, ça s'est manifesté quand l'État islamique a commencé à avancer pour chasser les Kurdes de Syrie. Là, pas Tayyip Erdogan simplement, l'armée turque, les kémalistes, les nationalistes, ils étaient au fond d'eux-mêmes très contents. Qu'enfin ces Kurdes vont être chassés du nord de la Syrie, ces Kurdes qui commencent à devenir de plus en plus reconnus, autonomes, ils vont peut-être avoir un quasi-État comme l'Irak du Nord. Et qu'est-ce qu'on va devenir avec toute la frontière syrienne, un quasi-État kurde en Syrie, un quasi-État kurde, un État de facto kurde en Irak? Qu'est-ce qu'on va devenir? Tous les Kurdes de la Turquie vont avoir un tropisme indépendantiste à cause de ces deux quasi-États. Donc, l'État islamique qui avance à Rojava, Tayyip Erdogan était très content. Mais, dans son esprit, l'État islamique est un épiphénomène, passager. Ce n'est pas quelque chose de durable. Les Kurdes sont durables. C'est très bien, l'État islamique chasse les Kurdes et nous, après, on va se débarrasser de l'État islamique. C'était ça un peu la stratégie dans sa tête. Il a un peu sous-estimé la durabilité de l'État islamique installé dans la région, d'ailleurs comme la plupart des puissances occidentales, hein, c'est dans un premier temps. De ce point de vue-là, Tayyip Erdogan n'est pas totalement déconnecté de la sous-estimation des Américains sur l'Irak de la même manière. En revanche, aujourd'hui, je ne pense pas qu'il y a une alliance avec les djihadistes en Turquie de Tayyip Erdogan, mais il dispose maintenant dans les bras à Idlib 300, 400 000, on ne sait pas le chiffre, de djihadistes tunisiens, marocains, tchétchènes, ouïghours, turcs et arabes, et qui sont dans l'enclave sous la protection des Turcs. Et plus les Russes vont avancer, plus les forces de Bachar al-Assad vont avancer, et ils vont avancer inévitablement à Idlib. On sait tous que ces djihadistes vont revenir en Turquie. Et là, même la base électorale de Tayyip Erdogan est totalement révoltée contre lui. Et donc, dans ce point de vue-là, il est très coincé. Et il a peur. Et c'est pourquoi Tayyip Erdogan, qui jusque-là était très très ouvert pour les réfugiés afghans, les réfugiés syriens, etc., est en train de construire d'art un mur en Iran.
Et il dit non, nous ne voulons plus du tout de réfugiés, de réfugiés, d'étrangers, etc., etc. Alors qu'il y a 2 ans, il s'enorgueillait d'être le pays le plus accueillant au monde pour ces réfugiés. Parce que sa base électorale est devenue anti-réfugiés, anti-syriens, anti-afghans, et ça lui a pesé énormément dans les élections municipales, entre autres. En fait, juste quelques phrases à rajouter. Non seulement les Européens, comme disait Ahmed, les citoyens de Turquie aussi ont été victimes des djihadistes. Moi-même, je suis une des survivantes de l'attentat de 10 octobre 2015 en Turquie. Et juste après, j'étais à Paris pendant les attentats de 13 novembre, les attaques. Et après à Nice, donc je porte toujours les effets psychologiques sur moi. Donc, il y a des contrôles là, ici, j'espère. Oui, je ne savais pas, moi, avec qui j'étais. Là. Le pass Covid ne fonctionne pas pour ça. Donc c'était une période très très difficile pour nous aussi. Je préfère oublier tout par exemple, sinon ça ne me revient pas tout ce que j'ai vécu pendant cette période-là. Je n'arrivais pas à dormir, je me disais s'il y a une guerre civile, une guerre en Turquie de la même manière que la Syrie, qu'est-ce qu'on va faire? Vous voyez, on oublie d'un coup, mais on essaye d'oublier. Mais c'était une période très très difficile pour nous tous. Il y a un terreau favorable à une guerre civile en Turquie. Il y a un terreau favorable. À cause de cette guerre culturelle, les Turcs, aujourd'hui, l'immense majorité de la population est divisée en 2 et voit l'autre camp comme un ennemi. À partir du moment où vous reconnaissez vos concitoyens comme ennemis intérieurs, le terreau d'une guerre civile existe. Mais, heureusement, les Turcs ne sont pas aussi systématiques, engagés et passionnés et avec un engagement de long terme. Ils sont plutôt éphémères et soupolés, ce qui fait qu'ils ne s'engagent pas tellement dans une guerre civile. Mais nous avons eu une période de quasi-guerre civile dans les années 70, entre droite et gauche. Nous avons quand même, moi j'ai connu cette expérience dans ma jeunesse. Mais, heureusement, nous n'avons pas la discipline allemande pour mettre en place un nazisme et nous n'avons pas la discipline bolchevique pour mettre en place le stalinisme. Donc voilà, c'est notre chance. Le soupolé turc, le soupolé oriental permet les alternatives. Mais vous avez la discipline horaire et c'était un grand plaisir. Peut-être sans perturber la discipline horaire et pour revenir à la question que posait cette table ronde et sans naturellement prétendre apporter une réponse personnelle au sujet, moi il me semble qu'il y a 2 choses que je voudrais souligner. La première, c'est qu'on voit bien comment l'islam est politiquement divisé, puisque ça va du spectre, on va dire, djihadiste que nous venons d'évoquer, que Aïchen vient de rappeler d'une manière très forte, à un islam d'État qui était l'islam de Mustafa Kemal et que d'une certaine manière, à sa façon, Erdogan ravaude en le réorientant. Bon, donc l'islam est extrêmement divisé politiquement et on a au moins, me semble-t-il, premier élément de réponse à la question que soulevait la table ronde. Il y a une deuxième chose qui est frappante en vous écoutant, c'est ce thème au fond du ressentiment. De la vengeance culturelle, de gens qui se sentent étrangers dans leur propre pays, pour citer cet auteur islamique de l'entre-deux-guerres. Et ça fait furieusement penser à ce qu'était au fond la révolution conservatrice et étiquetée comme telle entre les 2 guerres en Europe même, parce qu'au fond le fascisme, le nazisme et le kémalisme lui-même, le kémalisme de la lutte de libération nationale au lendemain
lendemain de la Première Guerre mondiale, c'était une politique du ressentiment, avec en particulier le bouc émissaire, les Arméniens ou les Arabes pour le kémalisme, les Juifs pour les nazis, et puis ce sentiment d'une victoire trahie par les Alliés pour les Italiens du fascisme. Et cette politique du ressentiment, elle semble, à vous écouter, très forte en Turquie, et elle n'est pas sans faire penser à ce que l'on voit en Hongrie, qui décidément n'arrive pas à digérer le traité de Trianon. Bon, ça remonte quand même à une certaine période. La Pologne du PiS, qui n'arrive pas à gérer sa mémoire aussi, ou le refoulement plus exactement de la mémoire traumatique de la participation des Polonais à la Shoah, et évidemment les grandes convulsions et les grandes opérations de purification ethnique entre la Pologne et l'Ukraine au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, et également le ressentiment de l'Union soviétique déchue, qui est certainement un des éléments de soutien des Russes à Poutine. Et là, je crois qu'il y a des éléments de comparaison entre ce que nous pouvons observer, et qui a été fort bien restitué par Ayşen et par Ahmet en Turquie, et ce que nous vivons dans un nombre croissant de pays. On pourrait également citer l'Inde de Modi. Mais je ne voudrais pas encourir les foudres de notre président, et je te rends la parole. Eh bien, il ne reste plus qu'à conclure. Pour un dernier moment de plaisir musical.
Merci à l'ensemble Maillet, merci à vous deux de votre intervention, merci à vous tous et à vous toutes, merci à la technique qui a rendu possible la tenue de cette table ronde et puis surtout sa retransmission pour ceux d'entre nous qui sont éloignés. Et je vous rappelle qu'à 19h30, nous avons la seconde table ronde, tout aussi impériale, qui nous permettra d'élargir la focale et de prendre en considération toute une série d'autres situations du Moyen-Orient ou du Proche-Orient au sens large, en insistant sur cette question de la définition ethno-religieuse de la citoyenneté. Donc vous êtes naturellement les bienvenus et je vous rends les clés avec une ponctualité digne des chemins de fer fédéraux grâce à vous et grâce à Thomas. À tout à l'heure, j'espère.